Cette semaine au balado, on parle des élections fédérales, de l'actualité économique au Québec avec Nicolas Gagnon. Et on discute de la mort du pape François et de l'éventuel conclave à venir avec le journaliste au Verbe Média, Simon Lessard. Tout cela et bien plus dans votre libre podcast. Et dans cette première partie d'émission, nous allons parler des différents cadres financiers et de finances en général dans cette élection 2025. Et pour en parler, nous avons avec nous Nicolas Gagnon. Bonjour. Bonjour à vous. Nicolas Gagnon, vous êtes directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Et pour nous, vous êtes plongé dans les différents cadres financiers que nous ont présenté à la dernière minute, cette fois-ci, les différents partis. Mais parlez-nous d'abord, le samedi dernier, le Parti libéral a présenté un peu sa plateforme. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Ce qu'on doit en retenir, c'est que cette élection-là, malheureusement, on a attendu beaucoup trop longtemps pour les voir, les fameux cadres financiers. Je pense que c'est la première chose qui vaut la peine d'être citée. Puis c'est aussi vrai pour le Parti libéral que tous les autres partis politiques. C'est pas normal qu'on ait eu les deux débats en français et en anglais, puis on n'a pas pu voir les chiffres ni les promesses chiffrées comme telles, parce que c'est exactement ce que sont les cadres financiers à la fin, c'est de pouvoir déterminer la crédibilité, en fait, des promesses qui sont mises de l'avant par les différents candidats ou par les différents partis. Et dans ce cas-ci, Disons qu'on on l'a comme... Oui. Peut-être pour le Parti libéral, ils sont un peu plus coupables que les autres puisque c'est eux qui ont déclenché les élections un peu comme ça, là, sans préavis. Donc, peut-être que les partis conservateurs ont dû s'arranger, mais n'avaient pas toutes les informations. Donc, vraiment, peut-être le Parti libéral est un peu plus coupable sur ce front. Oui, absolument. C'est sûr que de leur côté, ils auraient peut-être même dû commencer les élections en publiant leur cadre financier. Je veux dire, quand tu les déclenches, c'est que tu as à peu près une idée dans quelle direction tu t'en vas. Mais on s'entend que c'était pas une surprise cette année en 2025 qu'on se retrouve avec des élections. Donc, il n'en reste qu'à la fin, on a vu que jusqu'à maintenant, il y a eu quand même 3 cadres financiers qui ont été déposés. En fait, il y a le cadre aussi des promesses du Bloc québécois, mais je vais vous avouer franchement que je les ai pas analysés pour le simple fait qu'ils ne dirigeront pas le Canada. Donc, tout ce qui est là-dedans a très peu d'impact sur la suite des choses, à moins bien sûr qu'ils arrivent, qu'on a un gouvernement minoritaire et que là, le Bloc québécois est en mesure de négocier des choses qui étaient dans son cadre financier, mais dans l'ensemble, c'est pas l'exercice qui nous intéresse, c'est plutôt celui de Carney et de Poilievre, qui sont les deux prochains là, à possiblement diriger le Canada. Et dans ce cas-ci, Carney, ça a été déposé samedi, et on pensait que ça serait mieux que ce qu'on avait sous Trudeau, hein, parce qu'on se rappelle que sous Trudeau, sous les 10 dernières années, en 2015 et jusqu'à aujourd'hui, donc en 10 ans, on a doublé la dette du Canada, on a presque doublé les budgets. Oui, du moins, si on suit même, ne serait-ce qu'on ajuste à l'inflation, les budgets ont augmenté de manière complètement démesurée. On a augmenté de 108 000 le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique. Donc, c'est la démesure totale au niveau de la gestion des finances. Et on s'attendait qu'avec Carney, qui est quelqu'un des banques, de la Banque du Canada, Banque d'Angleterre, etc., et un économiste de formation, amènerait une meilleure gestion. Finalement, le cadre est extrêmement dépensier et on peut dire adieu le retour à l'équilibre budgétaire, parce que pour ceux qui ne savent pas là, c'est une information que je liste comme ça, le directeur parlementaire du budget à Ottawa l'année dernière a publié un rapport pour dire voici dans quelle direction on s'en va avec les finances publiques du Canada et voici c'est à quelle date on arrive au retour à l'équilibre budgétaire. Donc le moment où est-ce que le Canada va arrêter de s'endetter. Et il disait que c'était 2040. Donc, 2040, c'est loin. Et ça, c'est avant que la taxe sur le carbone pour les consommateurs prenne le champ, que finalement, on fasse un retour en arrière par rapport à la hausse de l'impôt sur le gain en capital. Fait que bref, tout ça étant dit, 2040, c'était déjà loin. Ça, c'était le plan Trudeau. Et ça incluait au cours des 4 prochaines années, donc d'ici la fin de la décennie, on allait ajouter 131 milliards de dollars supplémentaires à la dette du Canada. Mais Carney va plus loin. Carney, lui, il dit 225 milliards. Lui, c'est de la surenchère sur de la dette. C'est des dépenses par-dessus dépenses. On sait, il y a quand même quelques mesures qui méritent d'être saluées en tant que contribuable. On a entre autres la baisse d'impôt de 1% sur le premier palier d'imposition qui va donner à peu près pour une famille ou pour un ménage environ 800 dollars d'économie. C'est une bonne chose, on le salue. Il faut dire que Poilievre va plus loin, lui, avec une baisse d'impôt de 2,5 points de pourcentage. Donc, il dit souvent 15% de baisse d'impôt, c'est ce 15% par rapport au premier palier qui est diminué. C'est une économie pour un ménage d'environ 1800 dollars. Donc, la meilleure baisse d'impôt est celle qui l'emporte tant qu'à moi. Mais il y a aussi tout le cadre qui vient avec. Avec les libéraux, on a quand même cette notion qu'on veut ramener l'équilibre budgétaire, sauf que c'est fait avec un plan comptable qui est
vraiment qui sort des normes parce qu'il veut diviser le fameux budget en deux. Il veut avoir un budget opérationnel et un budget des investissements. Mettons les choses au clair, pour le contribuable qui paye, il n'y a aucune différence entre le mot dépense et le mot investissement. Donc déjà en partant, c'est assez drôle qu'on se dit, bon, on va donc on va donner le titre ou l'étiquette dépense à tel montant puis investissement à l'autre, puis on va diviser les budgets et personne va se rendre compte que finalement on a encore des déficits, mais c'est avec des investissements à long terme. Bref, c'est tout un jeu comptable qui essaie de nous passer et au final, l'équilibre budgétaire, ben, pour être très honnête, il ne revient pas, on le repousse encore plus loin. Et pour le reste, ce sont des mesures pas mal ciblées ou plutôt des dignes d'une plateforme électorale comme on en voit à chaque 4 ans. Donc, par exemple, on parle de rajouter 150 millions de dollars de plus dans le fameux budget de Radio-Canada à chaque année. On parle aussi là, d'investir dans les soins de santé sans vraiment préciser exactement. C'est pas loin de 6 milliards de dollars supplémentaires qu'on va garager dans plusieurs directions qui, je le rappelle, c'est un champ de compétences provincial. Donc, c'est à peu près ça qu'il faut retenir du cadre financier qui a été déposé par Carney. Donc, c'est très dépensier, voire plus que Trudeau, plus de dettes que Trudeau, et même à la limite un gouvernement fédéral qui va tenter encore plus de s'ingérer dans les champs de compétences des provinces. Et bon, vous avez vous-même, Nicolas Gagnon, retweeté justement un peu l'écart, la comparaison des déficits budgétaires entre les conservateurs et les libéraux. Et on voit justement, bon, de 2025 jusqu'à 2029, là, par année, on a un écart d'environ 30 milliards. Là, où, selon vous, le gouvernement fédéral va-t-il pouvoir prendre cet argent? On le sait, bon, par exemple, le Québec lui-même a subi une décote par rapport dans les grandes agences de cotation. Donc, ce qui fait en sorte que le gouvernement du Québec, au niveau provincial, va devoir débourser beaucoup plus pour s'endetter. Est-ce qu'on peut s'attendre un peu à la même dynamique pour le gouvernement fédéral à court ou moyen terme? Et selon vous, comment est-ce qu'ils vont justifier, comment ils vont faire pour emprunter autant d'argent? Oui, ben la première des choses, c'est effectivement, il y a un risque à l'emprunt, c'est-à-dire que bon, la décote, on n'a pas encore nécessairement vu les signaux d'alarme de la part des agences de notation, pardon, par rapport à l'état des finances publiques du Canada, mais on l'a vu pour le Québec et on se dit que c'est pas mal dans les mêmes lignes, là, qu'on a un gouvernement qui accumule des déficits, qui dépense plus que qu'est-ce qu'il perçoit et qu'il y a un plan qui est non crédible pour le retour à l'équilibre budgétaire, ça va généralement faire sursauter, voire réagir les agences de crédit. Ceci étant dit, quand on compare, par exemple, les plans entre les gouvernements conservateurs, ou pardon, les aspirants gouvernements conservateurs ou libéral, on réalise en fait que dans les deux cas, on a des déficits encore jusqu'à la fin de la décennie. Je veux dire, à la fin de la journée, on compare donc qui va mettre le moins d'argent sur la carte de crédit des contribuables par rapport à l'autre, et donc qui va avoir une gestion un peu plus rigoureuse, mais aussi réaliste par rapport à ce fameux retour à l'équilibre budgétaire. Parce que, veut pas, il y a une décroissance des dépenses qui est nécessaire, mais il y a aussi des coupures qui le sont également. Et dans le cas des conservateurs, il y a un engagement clair à réduire, entre autres, la bureaucratie, à s'attaquer justement à toutes ces notions, l'embauche des consultants pour la fonction publique qui coûte quand même extrêmement cher au gouvernement. Et il y a aussi une révision des programmes de dépenses qui est engagée. Donc, oui, on promet des baisses d'impôts, mais on promet aussi de réduire les dépenses, ce qui est pas présent dans le cadre financier de Carney, où est-ce qu'on promet, oui, quelques petites baisses d'impôts, mais beaucoup plus de dépenses. Donc, c'est là qu'on se retrouve à creuser un écart qui fait en sorte que le retour à cet équilibre dans la gestion des finances publiques est impossible dans la vision actuelle des libéraux. Dans la vision des conservateurs, au moins, il y a un plan qui nous amène quasiment à un retour complet à l'équilibre budgétaire. On parle de déficit de 14,2 milliards chez les conservateurs d'ici 2028-2029. Quand on regarde les libéraux, pour la même année, on aura un déficit de 47,8 milliards. Donc, c'est un écart assez important. Et maintenant, je vous ai parlé tantôt du fameux 225 milliards de dollars de plus que Carney va rajouter à la dette du Canada. Ben ça a un coût également. Parce que cette année, la carte de crédit du gouvernement fédéral, qu'on aime l'appeler, donc l'ensemble de la dette canadienne nous coûte environ 54 milliards de dollars en paiement d'intérêts. En tant que contribuables, là, qui nous payons les impôts et les taxes, là, dites-vous que ça représente pas loin de 10% des dépenses du gouvernement qui s'en vont payer des intérêts sur une dette qui va augmenter. Mais le fait d'ajouter 225 milliards de dollars de plus sur la dette,
ça va faire augmenter les contributions à cet effet-là. Ça va faire augmenter de 1 milliard de plus par année ce qu'on paye en intérêt donc sur la dette. Donc, ça va nous saper davantage de cette marge de manœuvre, nous et les générations futures qui vont devoir essayer de trouver un moyen d'éventuellement réduire cette dette-là ou mieux la contrôler. Et donc, c'est ça. Il y a quand même des risques. Est-ce que oui, d'un, ça pénalise les contribuables, mais de l'autre côté, peut-être qu'éventuellement, on aura des agences de notation qui vont faire comme avec Standard & Poor's à Québec et qui ont dit, ben écoutez, ça suffit. Vous devez régler votre situation au niveau des finances publiques. C'est hors de contrôle. Et là, ben généralement, quand on a une décote, ben, on paye encore plus cher pour le coût de la dette. Donc, ça va nous coûter encore plus cher, les fameux intérêts et tout ça. Donc, on est extrêmement perdant sur le long terme si on prend cette stratégie-là. Oui, on voit qu'on est dans un cercle vicieux dont on n'arrive pas à s'en sortir. Mais les deux parties là, que vous avez mentionnées, vous avez donné votre point de vue, mais eux-mêmes, de leur côté, comment est-ce qu'ils justifient un peu ce surendettement? Parce que est-ce qu'on parle d'investissement ou est-ce qu'on parle vraiment de juste payer pour les dépenses courantes, là? Vous avez mentionné l'augmentation des fonctionnaires là, depuis 108 000 et quelques miettes. Et ça doit coûter quelque chose. Donc, est-ce qu'on parle d'investissement ou de simplement s'endetter pour arriver à combler les fins de mois? Ben, en fait, c'est une bonne question parce que pour l'instant, comme je disais, pour le gouvernement, en fait, ou plutôt pour le contribuable, ben, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Si on augmente les déficits du gouvernement ou qu'on augmente la dette comme telle, ben, à la fin, il y a quand même un coût pour les contribuables. Et peu importe si la dépense ou du moins le montant qu'on a accumulé en dette était lié à un investissement quelconque. Il y a, par exemple, parmi ces investissements, entre guillemets, il y a le fameux 100 milliards. Ben là, ça n'a pas été complètement calculé, mais ça fait partie des programmes ou sinon des projets qui vont être continués par le gouvernement Carney. Le fameux TGV qui va être construit entre Toronto et Québec. Ben ça fait encore partie de cette notion de ce qui est un investissement. Mais on pourrait tourner ça de bord puis dire que c'est une dépense pure et simplement parce que la réalité, c'est que si c'est un investissement d'un point de vue structurel, d'un point de vue financier, ben on a vu ce que ça donne, par exemple, avec la Californie où ils essaient de faire un TGV entre San Francisco et Los Angeles. Ils l'ont voté en 2008 et ils vont l'avoir opérationnel en 2033. Et ben, pas tout à fait au grand complet, puis ça va avoir coûté plus de 130 milliards de dollars le faire construire, alors que c'est supposé en coûter une trentaine au départ. Donc, nous, on établit déjà que ça va coûter 100 milliards, mais on sait même pas exactement c'est quoi la facture totale une fois qu'on aura fini ce chantier-là, alors qu'on a déjà un réseau ferroviaire comme Via Rail qui est déficitaire et qui dessert ces mêmes régions. Donc, la réalité, c'est qu'on peut facilement faire miroiter une dépense comme étant un investissement, mais quand on regarde en arrière, on se rend compte que finalement, c'était un fiasco financier, ou du moins, c'est une dépense qui ramène aucun retour, parce qu'un investissement n'est comme tel que s'il y a un retour sur investissement. Et ça, on peut encore jouer avec les mots. Même le gouvernement du Québec, par exemple, quand il dit on investit en augmentant les salaires des gens dans la fonction publique. La réalité, c'est que les salaires, ce sont des dépenses, ce sont des charges. Mais le gouvernement de la CAQ ramène souvent cette idée que on investit en santé et en éducation parce qu'on augmente les salaires des professeurs et des infirmières. Je veux dire, sur le coup, effectivement, c'est pour conserver de la main-d'œuvre, c'est pour conserver des ressources humaines en place et éviter qu'ils s'en aillent ailleurs. Et donc, on investit en ces personnes là, mais d'autre côté, d'un point de vue fiscal et financier, c'est une dépense. Donc, à la fin, pour les conservateurs, au moins, leur excuse, ça c'est un peu l'excuse parce que c'est pas le gouvernement sortant, c'est le gouvernement qui espère rentrer, ou du moins en attente. Et dans ce cas-ci, eux, ils ont pas le choix de jongler avec l'état des finances publiques qui leur seront laissés par les libéraux après 10 ans. Et ça, c'est peut-être eux qui ont peut-être le meilleur bout du bâton pour justifier leur déficit, c'est de dire, on n'a pas le choix d'une part de répondre à cette guerre tarifaire, au contexte économique. On n'a pas le choix de donner des allègements fiscaux aux gens pour doper un peu l'économie, puis aussi comme alléger ce fardeau qui va permettre de redonner la rigueur à notre productivité économique. Mais d'un autre part, on n'a pas le choix aussi de continuer à cibler certains secteurs clés. Donc, c'est pour ça que les conservateurs peuvent se garder un peu la tête hors de l'eau et dire, oui, on a des déficits, mais on a un plan crédible pour revenir à l'équilibre budgétaire. Et ceci étant dit, ils peuvent aussi se vanter d'avoir été le dernier gouvernement à nous avoir donné le retour à l'équilibre budgétaire. La dernière fois qu'on a eu des finances équilibrées au Canada, c'était en 2015. Puis c'est sous le gouvernement de Harper. Donc, il y a un argument supplémentaire qui joue en leur faveur en ce sens. Donc, après, c'est sûr que c'est les électeurs qui vont devoir faire un choix en conséquence.
Jouer avec les définitions, bon, c'est un peu le propre de la politique aérie, comme on dit. Mais pour vous, bon, peut-être un des critères qui pourrait nous permettre de discriminer ou de discerner la différence entre un investissement et une dépense courante, ce serait justement la possibilité d'être rentabilisé à long terme. Mais là, pour l'instant, plusieurs ont manifesté, commentateurs de la scène publique et politique, ont manifesté un peu le clivage générationnel au sens où non seulement on n'investit pas pour le futur, mais au contraire, on hypothèque l'avenir financier des jeunes pour payer les dépenses courantes qui touchent ceux qui en ont plus, qui ont plus besoin de services en ce moment, c'est-à-dire les personnes plus âgées, ceux qui consomment les différents soins de santé, etc., etc. Est-ce que vous partagez un peu cette analyse du clivage générationnel qui a lieu et qui serait au centre de cette élection, Nicolas Gagnon? Ben oui, c'est vraiment une élection où est-ce qu'on a l'impression qu'il y a deux Canada encore une fois, puis c'est drôle parce que c'est drôle puis ça ne l'est pas là, mais c'est un peu le reflet de ce qu'on a vu aussi dans d'autres pays en Occident où est-ce que il y avait deux visions du pays qui étaient dans une forme de clash en fait au niveau des élections. On se souvient aux États-Unis les deux visions entre démocrates et républicains par rapport à l'état du pays, comme par exemple on rappelle en 2016 avec Donald Trump qui disait Make America Great Again. Ben, il y a beaucoup de gens qui répliquaient à ça en disant ben America is already great. Donc de quoi il parle lui à dire qu'il veut rendre la grandeur à l'Amérique alors qu'il y avait quand même un certain nombre de laissés pour compte au sein de l'économie de la société américaine, des travailleurs qui à travers les différentes transitions économiques avaient été oubliés. On peut pas mentionner facilement là, des gens qui travaillent dans les manufactures ou sinon dans les mines de charbon au Kentucky ou ce genre de travailleurs là qui ont dit ben écoutez nous c'est assez, on a l'impression que ce pays-là ne nous répond plus. Mais si on prend par exemple l'exemple canadien, ben c'est encore une fois une élection entre deux générations, ou du moins deux visions générationnelles complètement différentes. Vous avez les plus vieux qui ont vraiment bien profité du Canada, de l'accessibilité, de l'abordabilité au niveau de aussi des opportunités d'emploi et qui ont même maintenant accès à des pensions qui sont quand même de manière assez réaliste, beaucoup plus intéressante que ce qu'on trouve presque partout sur Terre, là, faut le dire. Donc, on a quand même cette génération plus âgée qui voit que le Canada les a servis, mais c'est aussi un Canada qui est présentement ciblé par les attaques, on pourrait dire, là, entre guillemets, de la Maison-Blanche et donc de Donald Trump et de cette menace au niveau de la guerre commerciale. Donc, eux, ils voient le Canada qu'ils essayent de protéger et qui leur a profité. Alors qu'en contrepartie, vous avez les plus jeunes, c'est-à-dire, on pourrait dire facilement les moins de 50 ans, même peut-être un peu plus bas que ça, peut-être les moins de 40 ans, qui ont l'impression que le Canada ne répond plus vraiment à leurs attentes, c'est-à-dire l'accès à l'habitation ou sinon le coût de la vie ou les opportunités d'emploi, tout ça tout ça a été pas mal pris de leurs mains d'une certaine manière au cours des dernières années et ils espèrent le récupérer. Donc vous avez on l'a vu un peu dans le messaging là, autant des libéraux que des conservateurs que de leurs critiques respectives. On parle soit d'espoir ou de peur d'une certaine manière et c'est vraiment cette motivation-là qui scinde les générations en deux groupes. Mais ceci étant dit, avant de parler d'investissement, comme vous l'avez dit au tout début, effectivement, il faut voir c'est quoi le retour sur investissement qui est possible. Et s'il y a un retour sur investissement, ben généralement, c'est le privé qui s'en charge. S'il n'y a pas de retour sur investissement, ben c'est possiblement peut-être pas nécessairement très intéressant, ni même pour le contribuable d'être engagé dans cette direction-là. Et les gens qui appellent à des investissements supplémentaires doivent quand même nous expliquer comment est-ce que le Canada a réussi à doubler sa dette au cours des dernières années sans faire apparemment d'investissement pour les générations futures. Parce que si d'une part on dit qu'il faut absolument augmenter les dépenses et faire encore plus de dettes et de déficits comme c'est prévu par un aspirant gouvernement Carney, ben la réalité, c'est que on dit donc qu'on n'a pas fait assez dans les dernières années. Mais si on a réussi à faire autant de dépenses, il faut quand même nous dire c'est quoi les résultats. Et je pense que les Canadiens voient très bien les résultats aujourd'hui. On a dépensé comme jamais et pourtant on n'a pas plus de résultats qu'avant. On n'a pas des meilleures infrastructures, on n'a pas des meilleurs services. Et ça me ramène à cet exemple que j'aime bien citer de Revenu Canada. Dites-vous qu'en 2018, Revenu Canada, ils reçoivent en fait un rapport de l'auditeur, du vérificateur général du Canada qui dit carrément ça va mal, vous gérez mal les centres d'appel, les gens attendent trop longtemps pour parler avec quelqu'un au téléphone, puis généralement ça se passe mal, leurs dossiers sont mal gérés, on veut que vous changiez les choses. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Trudeau? Ils ont dit on va investir dans Revenu Canada pour transformer cette patente-là
et faire en sorte que on soit effectivement meilleur. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2023? On a triplé les budgets, puis on a augmenté de 40% le nombre de personnel et les budgets pour les centres d'appel ont triplé. Ben, savez-vous quoi? 5 ans plus tard, malgré tout, la vérificatrice générale du Canada doit à nouveau se pencher sur le dossier parce qu'il y a rien qui est indiqué dans le rapport initial de 2018 qui aura été ajusté. On est passé de 5 milliards de budget par année à 15 milliards en budget opérationnel. Donc, dites-vous qu'à la fin de la journée, quand on utilise ce terme investissement, c'est souvent, plus souvent qu'autrement, ce sont des dépenses du gouvernement, en fait. Il y a un investissement comme tel, ça devrait pas être vu d'un point de vue du gouvernement, d'un point de vue ni interventionniste, ni comme s'il y avait un retour possible avec l'argent qui n'est pas le sien à la fin de la journée. Et même lorsqu'on respecte les définitions d'investissement et de dépenses courantes, comme dans des cas de Nordvolt, etc., c'est pas garanti que ça va rapporter non plus. Donc, même lorsqu'on respecte les définitions, c'est pas nécessairement une bonne chose. Nicolas Gagnon, une autre nouvelle, peut-être celle-ci que vous devez éventuellement avoir saluer de votre point de vue, c'est le prix de l'essence au Québec qui va éventuellement pouvoir baisser du fait d'avoir enlevé la règle du jeu de ce qu'on a appelé le prix plancher pour justement aider la compétitivité entre les différentes stations de service et leur permettre justement de nous offrir à nous consommateurs des prix les plus bas. Comment est-ce que vous voyez un peu? Pouvez-vous nous expliquer d'abord quelle était cette... On parle souvent de plafond peut-être en économie, là, mais qu'est-ce qui était ce prix plancher et comment ça peut être une bonne nouvelle le fait de l'avoir enlevé? Oui, en fait, le prix plancher, c'est un mécanisme qui existe quand même depuis 1996 au Québec, puis qui est en vigueur depuis 97, puis qui est essentiellement géré par la Régie de l'énergie. C'est un prix qui est fixé, essentiellement. On appelle ça prix minimum à la rente. Et dans le fond, c'est un prix qui est un peu arbitraire, qui est calculé sur une base quotidienne pour empêcher les stations de service de vendre leur essence sous le prix qui est établi. Et la raison pour laquelle ça a été mis en place dans les années 90, c'était pour protéger apparemment les distributeurs et les stations de service indépendantes du Québec. Par rapport bien sûr au plus gros, parce qu'on se disait que si par exemple on met pas de prix minimum, il y a rien qui empêche les plus gros distributeurs de faire du dumping, ce qu'on appelle donc de vendre vraiment leur prix, leur essence à des prix dérisoires et faire en sorte que les compagnies locales puissent pas faire compétition avec les gros joueurs et finalement se fassent manger tout rond. Donc, comment dire, l'objectif était noble pour ce que ça vaut, mais la réalité, c'est que ça n'a pas amené de résultats intéressants à un seul niveau. En fait, la première des choses, c'est que ça l'a maintenu de manière artificielle les prix un peu plus élevés qu'est-ce qu'ils sont sur le marché au cours des dernières années. Et en deuxième partie, ça n'a pas non plus protégé les petites essenceries du Québec. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a un rapport qui a été publié l'année dernière sur lequel le gouvernement du Québec s'est basé pour justement abolir le prix plancher de l'essence. Et dans ce fameux rapport-là, on établit qu'en 2010, les 5 plus importants distributeurs d'essence au Québec, comme Arnois, Esso, Shell et compagnie, ces 5-là contrôlaient environ 49% du marché de distributeurs d'essence et d'essencerie au Québec. En 2023, dernière année où est-ce que ça a été observé, ils sont rendus à pas loin de 73%. Donc, ils ont constamment augmenté la part de marché qui revient aux plus gros distributeurs, malgré l'existence du prix plancher, n'a jamais cessé de se croître. Donc, ça, faut remarquer donc deux choses. Le prix était plus élevé pour les consommateurs et de deux, les petits distributeurs n'ont jamais vraiment été protégés par le mécanisme. Et finalement, le troisième point, et ça, c'est le plus important, il y avait une pénalité, en fait, pour les stations de service qui osaient essayer de vendre leur essence moins cher. Parce que la réalité, c'est que la Régie d'énergie fixe le prix, mais il est utilisé comme un instrument légal par la suite. C'est-à-dire que si vous avez une station de service et vous essayez de vendre votre essence moins cher que ce qui est indiqué, on va dire que c'est 1,54$ le prix minimum, puis vous décidez qu'il va être plutôt à 1,40$ le lendemain. Le distributeur de l'autre côté de la rue, on va dire c'est un SO, il dit non, moi je suis pas d'accord avec votre stratégie, c'est une concurrence déloyale parce que vous ne respectez pas le prix minimum de la Régie de l'énergie. Vous recevez une mise en demeure de sa part et vous pouvez faire face à des déboires légaux si vous ne rehaussez pas votre prix à celui qui est fixé par la Régie de l'énergie ou au-delà. Donc, vous avez le droit de juste de le mettre au même niveau ou au-dessus.
Donc, dites-vous qu'au courant Donc, des dernières juste les années, là, gros, finalement, oui, ça donnait des instruments supplémentaires aux gros pour pouvoir attaquer par les différentes cours administratives au bureau de la concurrence pour pouvoir écraser les petits. Là. Fait que finalement, peut-être que c'était encore des belles intentions, mais finalement, ça produit les effets contraires de ce qui était désiré. Exactement. Puis en même temps, ça empêchait aussi plusieurs stations de service, même parce que veux pas, il y a quand même cette compétition entre les gros qui est à espérer. Veux pas, la dernière des choses qu'on veut, c'est qu'il y ait des cartels qui se forment et qui utilisent les mécanismes du gouvernement à leur avantage. Et dans ce cas-ci, il faut dire qu'au courant des 5 dernières années, il y a eu plus de 4200 mises en demeure qui ont été distribuées au Québec aux stations de service qui ont essayé de vendre leur essence à un prix plus intéressant que ce que la Régie d'énergie disait. Donc, dites-vous que il y a quand même eu des conséquences à ça et c'est clair et net qu'il y a des gros joueurs ou même parfois des petits joueurs qui se sont organisés entre eux, qui ont utilisé ce mécanisme-là à leur avantage, mais à la fin, le plus grand perdant, c'était le consommateur. Et là, il est encore plus perdant dans certaines régions du Québec parce qu'il faut rappeler que, bon, la taxe sur le carbone n'est plus applicable dans le reste du Canada, mais elle s'applique encore au Québec. Puis on a vu qu'il y a une très grosse disparité au niveau des prix d'essence. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup de stations de service présentement en Outaouais qui voient les automobilistes du Québec, au lieu de faire le plein de leur côté, ils vont à Hawkesbury, ils vont à Ottawa, ils vont de l'autre côté pour payer leur essence moins cher. Et les stations de service de notre côté de la frontière, ils peuvent appliquer un rabais sur l'essence par rapport au prix minimum, mais à la fin de la journée, ils sont pénalisés. Donc, parce qu'ils peuvent pas vraiment descendre leur prix plus bas et donc ils sont pas compétitifs avec ceux de l'autre côté de la frontière. Donc, ça amène toute cette dynamique-là qui est complètement, qui est particulière puis qui est très pénalisante. Puis on est très content de voir que la CAQ va au moins dans cette direction-là. Et il y a quand même quelques personnes que j'ai entendues dans les médias dire que, bon, cette mesure-là, elle va être punitive, ça va faire des guerres de prix, puis ça, c'est pas une bonne chose. Je vais mettre les choses au clair. Dans les guerres de prix, le consommateur est toujours gagnant. Et la deuxième des choses, c'est plus une question, trouvez-moi une seule province à l'ouest du Québec qui a un prix plancher sur l'essence. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, on ne fait que s'harmoniser avec le reste du marché. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas une seule province à l'ouest du Québec qui n'a pas des prix sur l'essence qui sont plus intéressants que le Québec. Donc, mais quelle était la vraie raison, selon vous? Est-ce que c'était justement pour assurer des taxes de manière stable? Parce qu'un prix plancher profitait au gouvernement, là. Parce que justement, par les taxes proportionnelles au prix de l'essence, une guerre des prix, c'est pas bon pour les entrées. Exact. Mais en même temps, le gouvernement, il parle des deux côtés de la bouche. Ben, vous avez raison sur le premier point. C'est vrai qu'en pouvant augmenter ou, disons, maintenir le prix de l'essence de manière artificiellement plus élevée, ben, ça permet aux taxes sur l'essence d'être plus élevées également. Du moins, il y a des taxes fixes, comme par exemple la taxe provinciale sur le carburant, qui, elle, c'est quand même 19,2 cents par litre d'essence. Mais vous avez les taxes à la consommation qui, elles sont plus importantes plus le prix de l'essence est élevé. Mais de l'autre côté, le gouvernement parle des deux côtés de la bouche parce qu'il dit, effectivement, il y a peut-être des chances qu'on manque certains revenus à ce niveau-là, mais c'est aussi le même gouvernement qui accélère l'électrification puis qui veut absolument qu'on ait tous des voitures électriques et qui, il y a pas si longtemps, on avait même le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui allait dans les médias et qui disait, ça se peut que d'ici 2035 et au-delà, l'essence va se faire rare au Québec. C'est pas tout à fait un message charmant envoyé aux stations de service qui ont peur de peut-être disparaître au courant des prochaines années, mais qu'elles soient indépendantes ou pas d'ailleurs. Et par-dessus le marché, c'est pas non plus, comment dire, on dit d'une part qu'on a peur de se priver de certains revenus, mais on s'attend à se priver de revenus quand même assez importants. Là. Je veux dire, juste avec la taxe provinciale sur les carburants, le gouvernement va chercher environ 2,3 milliards de dollars cette année. Où est-ce qu'il va aller la chercher cet argent-là? On se demande. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, nous, ce qu'on espère, d'un point de vue de contribuable, c'est que le prix sur l'essence soit moins élevé. Pur et simplement, le gouvernement, il y a quand même de la marge pour couper ailleurs plutôt que de trouver d'autres revenus. Mais d'un autre part, nous, au Québec, on a quand même très peu d'options. Quand c'est le temps de faire le plein, il faut qu'on soit en mesure d'avoir accès à des prix compétitifs et je pense que la fin du prix plancher sur l'essence, ça va permettre d'ouvrir la porte dans cette direction. Oui, puis éventuellement, peut-être augmenter la productivité. Plus l'énergie est à bon marché, plus les gens peuvent justement croître. Et le premier signe de croissance en macroéconomie, c'est justement le faible coût de l'énergie. Alors, on peut espérer que ça ait un petit impact à ce niveau-là parce qu'on sait, au Canada, on a besoin de productivité. Alors, Nicolas Gagnon, en terminant, nous avons une élection qui s'en vient lundi prochain. Là. Peut-être sans donner des consignes de vote. Je ne sais pas si c'est quoi votre politique en ce
sens à la Fédération canadienne des contribuables. Mais comment est-ce que vous voyez ça, là, ce qui s'en vient pour nous? Est-ce qu'une élection Carney haut la main serait une bonne nouvelle pour nous? Comment est-ce que quels sont vos pronostics ou votre évaluation là, a priori? Oui, ben c'est sûr que de notre côté, on reste non partisan et on n'est pas un tiers impliqué dans les élections, donc on ne peut que critiquer en fait ce qu'on voit en étant le plus objectif que possible. Puis nous, on y va quand même avec le spectre ou plutôt l'analyse des contribuables. Et ce qu'on observe en fait avec les fameux cadres financiers qui ont été publiés dans les derniers jours, c'est que c'est assez clair qu'il y a des options qui sont plus responsables que d'autres. Nous, on espère quand même que à la fin de la journée, ou plutôt à la fin des élections, l'ultime gagnant sera le contribuable canadien. Donc, on paye moins d'impôts, qu'on ait moins de taxes, qu'on ait aussi moins de gouvernement, moins de bureaucratie et éventuellement moins de dettes et peut-être même un retour à une saine gestion des finances publiques. Donc, c'est sûr qu'on peut pas dire dans quelle direction les gens doivent voter et nous, on ne dira pas pour qui on vote dans tous les cas. C'est libre à chacun, même au sein de notre organisation et on respecte la confidentialité à ce sujet. Mais une chose est sûre, s'il y a une option qui est responsable, il y en a une autre qui l'est moins, il y en a une autre qui fait beaucoup plus dans la continuité, qui fera peut-être même pire que ce qui était prévu par son prédécesseur. Ça, je pense que j'étais assez laborieux à ce niveau-là quand j'ai analysé les cadres financiers au départ, mais à la fin, on espère quand même que ce sera essentiellement des politiques pro-contribuables qui seront gagnantes, parce que l'inverse, effectivement, si ce ne sont pas des politiques pro-contribuables, ben ce sont des politiques qui pourraient être nuisibles pour notre économie à court, moyen, long terme. À court terme, parce que bon, il y a quand même le spectre de la taxe carbone fédérale qui n'est pas mort, faut le rappeler. La taxe existe toujours dans la mesure où est-ce que la loi sur la tarification de carbone existe toujours au niveau fédéral et n'a pas été abolie. Donc, est-ce que Carney va essayer de la ramener sous différentes formes qui pourraient compromettre à plusieurs égards notre économie? Parce que, je veux dire, on est dans un contexte de guerre commerciale où est-ce que notre économie est en train doit être appelée à changer, ou du moins dans la mesure où est-ce qu'on trouve des nouveaux partenaires, ou est-ce qu'on consolide ou on protège dans la mesure où est-ce qu'on va intervenir pour éviter que certains de nos secteurs soient compromis. Ben, je veux dire, dans l'état des choses actuelles, la dernière des choses qu'on doit faire, c'est rajouter de nouvelles taxes, de nouveaux tarifs ou autres. Donc, ceci étant dit, il y a différents programmes qui sont devant nous. Un qui pourrait nous pénaliser puis nous mettre à mal, l'autre qui pourrait nous revigorer. J'espère que les contribuables vont faire le choix qui va être le plus payable pour eux, mais aussi pour les générations futures, parce que plus de dettes, plus de déficits, plus de coûts d'intérêt et aussi plus de taxes, plus de bureaucratie, tout ça, c'est de la marge de manœuvre dont sera privée les futures générations de contribuables. Et ben, ils pourront nous pointer du doigt pour avoir fait le mauvais choix. Donc, j'espère au minimum que les gens prendront le temps d'aller voter en considérant tout ça. Nicolas Gagnon, nos espérances se joignent aux vôtres et nous allons pouvoir analyser éventuellement les nouveaux, disons, la mise en acte du cadre financier de celui qui sera élu dans les prochaines semaines en votre compagnie. Nicolas Gagnon, je rappelle qu'on peut vous suivre notamment sur X ou tout simplement en visitant votre site web au contribuable avec un s.ca. Alors, Nicolas Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci à vous et à bientôt. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous allons discuter du décès du pape François et des actualités qui s'en viennent, notamment le conclave avec Simon Lessard. Simon, bonjour. Bonjour Francis. Simon Lessard, vous êtes journaliste au Verbe Média et le Verbe Média est un média, disons, qui fait le pont entre la foi catholique et la culture, spécialement au Québec. Et donc, vous connaissez un peu l'actualité de l'Église de l'intérieur, mais également un peu comment placer ou comment discuter de ces sujets sur la place publique au Québec. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était pertinent de vous avoir cette semaine au podcast pour parler de ce... Donc, commençons d'abord par cet événement qui s'est déroulé à 7h35, heure de Rome, lundi matin, lundi de Pâques, le décès du pape François. Parlez-nous à chaud, là, comment est-ce que vous avez réagi à cette nouvelle? J'ai appris comme plusieurs la nouvelle avec mon réveil matin, avec la radio le matin. Donc, première nouvelle au Radio-Journal. On apprend que le pape est décédé. Évidemment, on ne s'y attendait pas parce qu'on sait que le pape François était apparu au balcon de la place Saint-Pierre pour sa bénédiction traditionnelle de Pâques. Et puis aussi, il avait même rencontré la veille le vice-président J.D. Vance. Donc, on avait un peu d'espoir. On savait qu'il était dans ses derniers mois, probablement, mais on avait de l'espoir qu'il puisse peut-être terminer l'année sainte qui est en cours. Donc, surprise, étonnement.
une certaine tristesse, mais je dirais surtout de la reconnaissance quand même pour tout ce qu'il a accompli dans son pontificat et de l'espérance, quand même mourir le jour de Pâques pour quelqu'un qui a la foi chrétienne, c'est quand même très symbolique. Pâques qui est la fête de la résurrection, c'est-à-dire ce message chrétien que la vie l'emporte toujours sur la mort. Et donc, je pense que pour tous les catholiques du monde entier, ce décès du pape François le lundi de Pâques est un rappel de l'essentiel de la foi chrétienne. Oui, c'est très, très symbolique, là. Et donc, vous avez parlé du bilan. C'est quelque chose qu'on fait. C'est toujours un peu malaisant, mais on n'a pas trop le choix avec les nouvelles qui vont 24 heures sur 24 et tout ça. C'est le moment où il faut en parler. Une fois que le futur pape sera élu, les gens vont avoir un peu malheureusement oublié. Là. Donc, c'est le temps d'en parler. Vous qui avez suivi durant les quelques 13 années de ce pontificat, c'est un peu exactement, je crois, 12 ans, 1 mois et 8 jours. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'il a exactement à 6 jours près la moyenne des 10 derniers papes. Donc, le pape François, c'est quand même, je dirais, donc on ne peut pas dire que c'est un pontificat bref ni long, puisqu'il est exactement dans la moyenne, mais on peut dire que c'est un pontificat intense. Le pape François était un homme intense, il a énormément voyagé, parlé, écrit, il a pris beaucoup de décisions et surtout, il a laissé personne indifférent. Donc, ça va prendre beaucoup de temps avant de pouvoir faire un bilan objectif un peu de son pontificat. Parce que vous l'avez mentionné, il a pris beaucoup de décisions. Donc, il y a plusieurs fronts lorsqu'on veut, avoir, on pourrait dire, un regard objectif sur un pontificat. Traditionnellement, l'Église se voit elle-même comme ayant 3 grandes sphères, on pourrait dire ce qu'on appelle les munera dans l'Église. Donc, le gouvernement, l'enseignement, et la sanctification, un peu tout ça. Là, allons-y un peu comme ça. Parlons du gouvernement. C'était quelqu'un qui est arrivé au milieu d'un scandale dans lequel était baigné malgré lui son prédécesseur Benoît XVI. Il avait dû presque démissionner parce qu'il se sentait plus capable. Et là, on parlait des différents lobbies qu'il y avait. C'était un peu le scandale, un peu. Et justement, il était vu par les cardinaux qui l'ont élu, le pape François, comme étant quelqu'un qui allait un peu mettre un peu d'ordre là, dans tout ça. Parlez-nous un peu, est-ce qu'il a accompli cette mission? En partie, mais c'est une mission qui devra toujours continuer, j'ai l'impression. Il y a cet adage qui dit que que l'Église, est toujours en réforme. Ecclesia semper reformanda. Exactement, en latin. Et puis, le pape François, comme vous l'avez dit, Francis, a été élu avec d'abord cette mission de réforme de l'Église, mais surtout de réforme, je dirais, de la curie, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église au Vatican. Il a travaillé très fort avec son conseil de 9 cardinaux là-dessus pendant plusieurs années. On est arrivé récemment à une nouvelle constitution qui transforme un peu l'organisation de la curie, mais comment est-ce que concrètement ça va changer les choses? On ne le sait pas encore. C'est très récent. Et donc, pour le moment, on a l'impression que c'est un changement léger de structure, mais on ne comprend pas encore bien concrètement, est-ce que ça va diminuer les possibilités de corruption, par exemple? Est-ce que ça va rendre plus efficace ou plus pertinente l'Église? Ça reste à voir. Mais disons que le travail de réflexion en profondeur et de réforme des structures de la curie a été fait. Donc, de ce point de vue-là, ça a été fait. Donc, sur papier, les nouvelles constitutions sont censées être, disons, les plus appropriées pour la situation actuelle de l'Église. Maintenant, ce qui manque, je dis manque, mais c'est pour... Ce qui reste à voir, c'est l'effet de tout ça. Exactement. Est-ce que les gens vont les appliquer? Est-ce que, il y a toujours un peu de ça. Exactement. Mais disons qu'au niveau des structures, la réforme, l'effort a été fait et là... C'est le temps de les mettre en action. Et même chose, je dirais, pour lutter contre la corruption financière, beaucoup de choses ont été faites. Lutter contre les abus sexuels, c'est probablement avec Benoît XVI le pape qui a fait le plus dans ce sens-là. Il était même très sévère jusqu'à un certain point par rapport à ça. C'est vraiment du point de vue du gouvernement aussi, c'est le pape de la synodalité, un terme un peu étrange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire marcher ensemble. Ça veut dire ce n'est pas la même chose que la démocratie. Ça, c'est très important. L'Église n'est pas une démocratie, le pape François l'a rappelé souvent, mais ça se veut une famille, une communauté, et c'est l'idée qu'on doit tous s'écouter les uns les autres pour vraiment vivre et travailler ensemble. Donc, oui, il y a une hiérarchie, mais pas une hiérarchie, disons, de type militaire, une hiérarchie, je dirais, de type familial ou communautaire. Eh bien, il a beaucoup développé ce nouveau style de gouvernement
d'écoute mutuelle avant que ceux qui ont le charisme du leadership prennent des décisions. Et donc, ça aussi, ça restera à voir les effets, parce que c'est une des dernières choses qu'il a fait que de développer ce nouveau mode de gouvernement synodal, mais ce sera à son successeur de l'appliquer concrètement. On va juger un arbre à ses fruits, comme le disait le maître du pape François lui-même. Combien de temps ça prend pour juger un pontificat là, dans le temps? Parce que tout dépend du time frame, comme on dit, là, tout dépend du temps qu'on se donne pour pouvoir vérifier les fruits. L'Église a 2025 ans et plus. Donc, c'est sûr que c'est très difficile. Le premier temps, c'est pendant même son pontificat, on peut déjà voir l'effet de ses prises de parole et de ses décisions. Ensuite, il y a, je dirais, le pontificat immédiat qui suit. Et donc là, on voit qu'est-ce que le prochain pape va reconduire et surtout qu'est-ce qu'il ne reconduira pas. Et je pense que c'est là le pouvoir très fort du pape qui est un monarque absolu. Ce que le prochain pape va décider de reconduire, c'est probablement ce qui va demeurer, évidemment, du pape François et qui aura passé, disons, l'épreuve de 2 pontificats. C'est le signe, probablement, qu'on avait pris les bonnes décisions. Ce n'était pas simplement la décision d'un moment ou d'un homme seul. Et ensuite, il y a des effets à très long terme dans le cas de l'Église, sur des siècles, dans certains cas. Encore aujourd'hui, on vit des effets du Concile de Trente, par exemple, qui a eu lieu il y a environ 500 ans. Et donc ça, nul ne peut prévoir l'effet du pape François dans 500 ans, mais on peut prévoir qu'il y aura encore des effets du pape François dans 500 ans. Selon vous, c'est quoi votre opinion là-dessus? Parce que parlons de l'enseignement, justement, c'est pour faire le pont. Ouais. Il y a eu, ça fait partie pour les catholiques de considérer le pape comme un grand enseignant, presque suprême. C'est quelqu'un qui interprète, disons, la volonté de Dieu pour notre temps aujourd'hui, et auquel les catholiques doivent au moins donner un assentiment respectueux pour des questions plus d'opinion et tout ça. Comment est-ce que vous voyez un peu ce pontificat du pape François? Quels ont été ses enseignements principaux? Bien, je commencerai par la première question. Quels vont être les effets à plus long terme, là? J'en vois 2 qu'on nomme rarement. D'abord, les cardinaux qu'il a nommés. C'est probablement là qu'on verra le plus d'effets à très long terme, parce que le pape François a nommé des cardinaux de presque 90 pays différents. Il a changé la donne un peu. Avant, c'était beaucoup des cardinaux très italiens, européens. Il a nommé des cardinaux de petits pays moins importants, où les chrétiens sont souvent minoritaires, des gens qui étaient proches des pauvres, des marges de l'Église. Et donc, ce nouveau collège de cardinaux électeurs aura une influence pour l'élection du prochain pape, mais même possiblement des 2 ou 3 prochains papes. Et donc, ça, c'est majeur. Sauf si on élit le prochain est plus jeune, là, peut-être qu'on va l'avoir pour un plus long. Comme Jean-Paul II, je crois, il était 28 ans, quelque chose comme ça. Donc, voyons voir. Oui, il n'avait pas 28 ans quand il était élu, mais il est demeuré pape pendant 28 ans. Pendant très long pontificat, là. Un père éternel. Oui, exactement. Mais sinon, je pense que ce qui va demeurer du pape François, c'est beaucoup son style. Ça ne veut pas dire que ses successeurs vont avoir le même style. Même, c'est probable que non, parce que chaque homme est lui-même. Et lui, il avait une personnalité très forte, très particulière à lui uniquement. Donc, c'est clair qu'il va avoir une différence avec celui qui s'en vient. Mais il a envoyé, je dirais, il a changé la perception que les gens peuvent avoir de l'Église catholique, surtout quand on n'est pas soi-même catholique pratiquant. Cette idée que l'Église doit être proche des plus petits, des plus pauvres, extrêmement accueillante de toute personne, de ne pas avoir peur de dialoguer avec tout le monde. Donc, une Église très ouverte à la différence, ouverte à rejoindre les gens qui sont souvent exclus du système actuel, exclus des idéologies aussi actuelles. Et donc, c'est vraiment ce retour à l'Évangile incarné dans des gestes concrets. Je dirais que Benoît XVI était un grand docteur, d'une certaine manière, Jean-Paul II, un grand orateur, mais vraiment, François, c'était l'art du geste, l'art de l'image aussi, à une époque où les réseaux sociaux sont très importants. Il est revenu, il a imité, je dirais, Jésus-Christ qui, oui, avait des paroles fortes, mais avait surtout des gestes forts. Parlons justement de cette volonté d'aller vers les gens les plus exclus. On lui a reproché à l'intérieur de l'Église, parce que vous avez mentionné qu'il avait été très populaire à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église, il y avait quand même des clivages qu'on ne peut pas passer sous silence. Et justement, souvent, ce on voit dans
la politique, c'est souvent de présenter les exclus et on a la définition d'exclus à géométrie variable. Donc, on considère des gens comme des exclus et on n'a aucun scrupule souvent à exclure d'autres personnes pour faire la place à ces exclus-là. Donc, on voit qu'il y a un manque de cohérence. Est-ce que le pape François, en allant vers ceux que le régime actuel en Occident, du moins, présente comme des exclus, est-ce qu'il n'a pas s'est laissé instrumentaliser d'une certaine façon par cette volonté d'exclure au nom de la volonté d'inclure aussi? Je pense pas, mais je pense que c'est une perception que certains... Je fais référence, pour donner un exemple, par exemple, les communautés dites traditionnalistes à l'intérieur de l'Église se sont sentis exclus de l'amour bienveillant du pape François. Ils ont considéré qu'ils étaient traités d'une manière injuste et tout ça et tout ça. Bon, à tort ou à raison. Ouais. Mais il y a quand même cette volonté d'inclure d'autres. On sentait qu'elle ne s'appliquait pas d'une manière égale à tous. Est-ce que vous partagez un peu cette critique qui vient de ces milieux? Je la comprends, mais je ne suis pas sûr que je la partage, parce qu'il faut distinguer ce que le pape a réellement dit et fait de ce que les médias ont mis de l'avant. Donc, dès que le pape avait des propos considérés progressistes, ces propos étaient amplifiés par les médias. Exactement. Et dès que le pape avait des propos plus conservateurs, là, tout d'un coup, on passait ça sous silence. Je vous rappelle que le pape a tenu des propos très durs contre l'idéologie du genre, très durs contre l'avortement, très durs contre l'euthanasie. Et ça, on n'en parle pas très souvent dans les médias. Mais c'est vrai qu'il a parlé beaucoup en faveur de l'écologie, des migrants aussi, des plus pauvres, des femmes. Et je pense qu'il y a eu une sélection médiatique des paroles du pape. Et de ce point de vue-là, c'est davantage les médias qui ont instrumentalisé, je pense, le pape. Parce qu'à l'inverse, Benoît XVI avait tenu aussi beaucoup de paroles qu'on aurait pu dire progressistes à l'époque. C'était un pape qui était aussi très préoccupé par des enjeux de justice sociale, mais on n'en parlait pratiquement jamais dans les grands médias séculiers. Donc, c'est un peu la dichotomie, c'est-à-dire on se fait un bon pape et un mauvais pape, puis une fois que, disons, le narratif, le récit entourant ou l'aura entourant le pape, ça marche aussi en politique. Mm-hmm. Une fois que cette aura-là, elle est faite, le système médiatique n'est plus capable de la considérer autrement. Est-ce que c'est un processus voulu ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une certaine façon? C'est une logique un processus dans lequel on est pris malgré nous? Je pense pas que c'est une sorte de complot, c'est-à-dire que c'est vraiment planifié, là. Je pense que c'est un processus naturel psychologique. D'abord, on aime consommer des médias qui disent ce que l'on pense, avec lesquels on est déjà d'accord. Et donc, ça incite les producteurs de contenu à faire des contenus qui plaisent à leur premier auditoire. Et deuxièmement aussi, c'est beaucoup plus facile de penser en noir et blanc qu'en nuances, qu'avec de la complexité. Je vous rappelle que le pape, là, il est le chef spirituel de l'Église catholique. Catholique veut dire universelle, de tous les pays du monde et de toutes les cultures. Et donc, quand il parle, il pouvait aussi bien parler aux Africains, aux Latino-Américains. On voit beaucoup de dictateurs encore, où il y a la pauvreté est un enjeu criant, et parler à des vieux pays européens qui sont dans de tout autres enjeux. Juste pour donner un exemple, la question du mariage gay, de l'ordination des femmes, dont on parle souvent, nous, aujourd'hui, dans nos médias, quand il s'agit de l'Église catholique, ce n'est vraiment pas une priorité en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et de ce point de vue-là, c'est nous, souvent, qui avons une vision biaisée des priorités du pape. On projette un peu sur le pape les priorités, mais c'est peut-être une déformation, on pourrait dire, presque professionnelle, au sens où, disons, nous, les Occidentaux, on a été habitués pendant plus de 500 ans et plus à avoir des papes qui venaient de chez nous, entre guillemets, donc qui partageaient nos priorités. Mm-hmm. Donc, on peut penser aux Polonais qui avaient éventuellement, pendant une longue période, un pape qui, oui, était un leader universel, mais portait sa culture polonaise. Jean-Paul II, il n'a jamais... Au contraire, il était très fier et il a aidé particulièrement la Pologne dans un moment crucial de son histoire. Donc, il y a toujours un peu cette dichotomie, c'est-à-dire que le pape devient un être universel, mais en même temps, il reste ce qu'il est. Donc, pape François était argentin, il est resté argentin. Avec des racines italiennes, quand même. Oui, c'est ça, mais il est resté profondément
imprégné un peu de ça. Est-ce que ça arrive que des papes soient plus, disons, incarnés ou leur personnalité et l'endroit d'où ils viennent est plus présent dans leur pontificat par rapport à d'autres qui effaceraient un peu, qui essaieraient justement d'effacer un peu qui ils sont personnellement pour prendre sur eux cette universalité-là? Est-ce qu'il y a différents niveaux à ce niveau-là? Je pense que tout pape est pleinement lui-même et c'est pratiquement impossible d'être universel ou flou, je sais pas, abstrait. Exactement. Jean-Paul II est un caractère très fort, comme vous l'avez dit, polonais. Benoît XVI était plus effacé, mais parce que c'était sa personnalité. C'était un intellectuel, un homme qui prenait le temps de réfléchir, qui parlait doucement, mais tous ceux qu'il rencontrait un à un disaient qu'il était extrêmement aimable dans les rencontres interpersonnelles. Et aussi, il faut dire que le rôle des médias a changé. Autrefois, on voyait rarement le pape avant l'apparition de la télévision, de la radio. Même, on n'avait pratiquement pas d'image de lui ni de son. Aujourd'hui, justement, dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit des tournées devenir virales, les premières images de pape de Léon XIII au 19e siècle. Et là, ça tourne sur les réseaux sociaux. Et finalement, malgré lui, là, il revient à l'avant-scène. Mais là, avec les médias actuels, le pape prononce parfois 3 discours par jour. On le voit en vidéo, en images, en son, à tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc, là, évidemment, on saisit mieux quelle est sa personnalité propre. Alors qu'autrefois, un pape qui publiait une lettre une fois aux 6 mois, eh bien, une lettre dont chaque mot avait été bien pesé, on ne parle pas ici d'une conférence de presse improvisée dans un avion, eh bien, évidemment, il y avait un ton, disons, peut-être plus universel dans la parole de l'Église, quoique très, très, très européen. Et ça, c'est le grand changement, je pense, qu'on a vécu avec le pontificat de François. Le premier pape de l'histoire, vraiment, qui vient du Sud. Et aujourd'hui, les 2/3 des catholiques dans le monde viennent du Sud et c'est là que l'Église grandit le plus rapidement. Et donc, ce qu'autrefois on considérait les périphéries de l'Église est devenu en quelque sorte le centre. Et avec tous les nouveaux cardinaux du Sud qu'il a nommés, il ne serait pas impossible qu'on assiste à une série de papes dans le prochain siècle qui viennent du Sud, en fait, parce que le Sud est le nouveau nord de l'Église, d'une certaine manière. Et peut-être que ça va être un peu déroutant, mais il va falloir justement apprendre à ne pas considérer nos priorités comme étant ceux de l'univers. Et c'est un peu quelque chose qu'on a tendance à faire dans nos médias, notamment au Québec, lorsqu'on considère l'Église catholique, toujours essayer de projeter nos propres priorités, qui souvent sont des priorités très minoritaires si on considère le nombre de personnes qui sont concernées à prime abord de ces priorités-là. Parlons aussi de la question de la sanctification. Ça peut sembler un peu ésotérique comme terme, mais au sens où, quand le pape préside des messes, quand il fait ici, ça, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il présente le salut de Dieu au monde entier. Comment est-ce que vous voyez un peu cette partie de son ministère, les messes et tout ça? Est-ce qu'il a été différent? Est-ce qu'il y a des sacrements qui ont changé? Parlez-nous un peu de comment ça s'est présenté un peu cette dimension-là. Alors, je dirais qu'à la différence de Benoît XVI, tout ce qui est question de sacrements et des liturgies était moins mis à l'avant-plan. Mais ça ne veut pas dire que ça n'avait aucun intérêt pour le pape François. Il a opéré, je dirais, un certain processus de simplification. Et il n'est pas le premier. En fait, tous les papes, à partir de Paul VI depuis Vatican II, ont opéré ce processus de simplification de la prière chrétienne, toujours dans l'idée de revenir à l'essentiel. Donc, il s'est défait de certains apparats. Il a mis un peu plus l'italien que le latin présent dans les messes à Rome, par exemple. Toujours dans l'idée, je pense, de se rapprocher du peuple et de présenter une image de Dieu aussi différente. Donc, pas un Dieu lointain, majestueux des hommes, mais un Dieu vraiment comme Jésus-Christ qui se fait très, très proche. Pour lui, la prière était fondamentale. On a beaucoup d'images de lui en prière. Il aimait la Vierge Marie. Il allait souvent à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Justement, là où il va être inhumé. Là, il a choisi la différence de la majorité, pas tous, là, mais de la majorité des papes de ne pas être enterrés dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, mais à Sainte-Marie-Majeure, près d'une image de la Vierge qu'il aimait beaucoup. Donc, ça montre qu'il avait vraiment un cœur très pieux. C'est un homme qui a beaucoup parlé de la piété populaire. Et c'est peut-être ça, sa particularité. Ça faisait quand même très longtemps qu'on avait vu un pape. Il faut peut-être attendre Léon XIII avec ses multiples encycliques sur le rosaire
pour voir un pape qui a autant parlé de la piété populaire, la manière dont le peuple ordinaire prie. Il a mis ça beaucoup de l'avant. Il a même parlé du démon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un pape parler si simplement comme ça de l'action du malin dans le monde. Donc, il n'avait pas peur de cette foi des gens ordinaires et il a beaucoup parlé de la sainteté aussi des gens ordinaires, des travailleurs, des parents, des jeunes aussi. Et donc, c'était vraiment, c'est ça. C'était, tu sais, le bon curé de campagne, l'homme qui est proche du peuple. Dans ce sens-là, on pourrait dire qu'il était peut-être pas populiste, mais populaire. Il voulait aussi donner l'exemple, là, on peut penser aussi, parce que le temps qu'il prenait à aller visiter un peu toutes ces personnes-là, ministère qui sied au curé et tout ça. Mais en même temps, on peut penser que le pape, il y a d'autres problèmes toujours à gérer. Donc, tout le temps pris pour ces personnes-là. Pour lui, j'imagine que c'était une question de 6 mois, le pape, je vais voir les gens ordinaires, entre guillemets. Qui êtes-vous, vous, monseigneur, machin chouette, je sais pas où, à rester dans votre tour d'ivoire. Donc, il y avait une question d'exemplarité, selon vous? Ah oui, énormément. Je pense que c'est peut-être même le plus important dans toute son approche, c'est de prêcher beaucoup plus par l'exemple que par ses paroles, même s'il a énormément parlé et écrit aussi. Donc, le pape qui comprenait très bien que si moi, je prends le téléphone pour appeler une femme en deuil à l'autre bout du monde, évidemment, je ne peux pas appeler toutes les femmes en deuil dans le monde, mais je le fais une fois, mais ça envoie un message à tous les chrétiens du monde entier et à tous les prêtres du monde entier qu'eux aussi devraient faire ce genre de gestes très simples, humains et concrets. Si moi, je vais dans une prison un jeudi saint laver les pieds de femmes emprisonnées pour leur révéler leur dignité de filles de Dieu, eh bien, j'envoie le message au monde entier qu'ils devraient faire la même chose pour la personne peut-être exclue ou souffrante qui est dans leur entourage. Si moi, comme Pape François, je vais en Mongolie faire un voyage apostolique où il n'y a pas plus que 1000 ou 2000 catholiques dans ce pays, alors que ça aurait coûté moins cher de peut-être tous les faire venir au Vatican, en fait, ces catholiques, eh bien, j'envoie le message que partout où il y a des croyants minoritaires, vous êtes précieux pour l'Église, vous êtes important, on est avec vous. Donc voilà, oui, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le pape qui avait l'art du geste et qui voulait montrer avant tout l'exemple, parce que c'est un excellent communicateur. Il savait l'importance de l'image et il savait qu'on agit beaucoup plus en voyant quelqu'un agir, quelqu'un qui nous inspire, qu'en écoutant quelqu'un nous dire quoi faire. Les grands médias ont parlé durant la semaine de Pâques qui s'est passée de l'affluence, disons, surprenante qui a eu lieu, et notamment la conversion et de beaucoup de baptêmes d'adultes, de jeunes. On parle en France, on parle au Québec, on parle un peu partout. Même, je pense, le New York Post, le Washington Post aussi, a mentionné, a souligné un peu ce boom religieux qui a lieu aujourd'hui en Occident, chez la jeunesse. Est-ce que vous considérez que c'est un effet du pape François? Est-ce que c'est aussi un signe des temps, donc, de cette jeunesse un peu qui baigne dans un monde un peu nihiliste, qui retrouve dans l'aspect sacré que propose le christianisme, disons, une voie à suivre? Alors, pour être honnête, je dirais que c'est plus un phénomène surprenant, ce renouveau du christianisme chez les jeunes générations en Occident. Je ne peux pas faire le lien directement entre le style pastoral du pape François et ce renouveau des jeunes. La plupart des prêtres et des évêques le reconnaissent aussi que ce n'est pas tant leurs actions à eux qui ont créé ce renouveau. D'après moi, c'est beaucoup plus un phénomène lié à l'ambiance de la culture actuelle, les jeunes qui sont dans un vide de sens, les jeunes qui sont dans une désillusion des promesses de notre monde, promesses souvent technologiques, économiques, idéologiques beaucoup. Et puis, les jeunes sont en recherche de quelque chose de plus profond, des repères, des ancrages solides sur lesquels baser leur vie et redécouvrent la Bible comme un très riche et bel héritage qui peut apporter beaucoup de sens dans tout ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a une place des influenceurs comme Jordan Peterson et tout ça, là, c'est extrêmement populaire et un peu contre-culturel au sens rebelle du terme, là, ça attire le fait d'être, aujourd'hui, être chrétien, c'est pas être conformiste, au contraire, c'est être conformiste que de ne pas l'être. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont comment je pourrais dire, ont lu le mémo et qui se sont rendus compte que finalement, c'était
la meilleure façon de s'affirmer comme personne, c'était finalement au moins de tâter le terrain du christianisme? Ouais, ben, les nouveaux médias, je pense, jouent beaucoup quelque chose. C'est-à-dire qu'on est sorti de la pensée unique. Grâce au podcast, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, il y a une diversité d'opinions qui peut être exprimée. En Occident, spécialement au Québec, une parole explicitement religieuse, chrétienne ou catholique, était pratiquement... Décomplexée, aujourd'hui. était, disons-le, est encore dans les grands médias censurée. Il n'y a pas de place pour cette parole, mais grâce aux nouveaux médias, cette parole a sa place maintenant. Elle a sa place encore plus fortement aux États-Unis. Et les jeunes sont de plus en plus bilingues. Et voilà que cette parole, elle est tellement vraie, tellement puissante, que même si elle se retrouve dans des plus petits médias, elle a souvent beaucoup plus d'impact qu'une parole, je dirais, creuse, qu'on retrouve souvent et qui est un peu toujours la même dans les médias traditionnels. Donc ça, je pense que ça joue énormément. Et je pense aussi que les multiples crises qu'on traverse, ça peut être des crises psychologiques, la montée de l'anxiété chez les jeunes, des crises technologiques avec l'IA, qu'on ne sait pas trop vers où ça va nous mener, crise que certains diraient politique ou même écologique, eh bien, les jeunes cherchent des lieux, une parole d'espérance aussi. Et qui, aujourd'hui, dans notre monde, a une parole d'espérance? Moi, en dehors du christianisme, je n'en vois pas. Je pense que c'est le seul discours qui apporte une réelle réponse à toutes les crises qu'on traverse aujourd'hui, et une réponse, je ne dirais pas dans un optimisme naïf. La parole chrétienne n'est pas de dire « Ah, ça va bien aller avec des arcs-en-ciel multicolores. » Non, c'est pas ça. Il y aura des croix, c'est-à-dire il y aura des souffrances, des épreuves, mais au-delà de l'épreuve et même à travers l'épreuve, la vie, la joie, le bonheur peut jaillir. On a parlé du climat actuel au niveau de la religion qui semble avoir le vent dans les voiles. Et on parle aussi de cette jeunesse, on parle de l'Occident, on parle du pape François qui vient de décéder et éventuellement de tous ces courants-là, de la mort du pape et du courant actuel. Aujourd'hui, vont être réunis dans un événement unique, le conclave, comme clavé, sous clé, c'est-à-dire que tous ces cardinaux dont vous avez mentionné qu'ils viennent d'un peu partout dans le monde vont se réunir, s'enfermer pendant on ne sait pas combien de jours pour élire. La moyenne est de 3 jours, disons. Ah, ben là, c'est pas... ça pourrait être 3 semaines, mais c'est peu probable. Ils ont des priorités, ils veulent retourner peut-être à la maison assez rapidement. Ils veulent suivre la série du Canadien, surtout pour les cardinaux du Canada. Et il n'y aura pas de téléphone cellulaire dans la chapelle Sixtine, nous pouvons le penser. Simon Lessard, comment est-ce que vous appréhendez un peu cet événement-là qui va commencer sous peu, peut-être après nos élections? Bon, le lundi prochain, nous allons, nous, Canadiens, voter, nous l'espérons. La majorité de nos auditeurs exerceront ce droit et ce devoir qui est le leur. Mais, disons, les cardinaux du monde entier, eux aussi devront voter. Comment est-ce que vous appréhendez cet événement? La grande erreur, c'est de regarder ça comme une élection dans un pays démocratique. Donc, il ne s'agit pas ici de millions de personnes qui vont voter, influencées par des grands médias suite à des campagnes électorales avec des chefs et des partis politiques. Non, il s'agit d'environ, précisément 135 personnes, hommes, qui sont déjà des leaders de leur église particulière partout dans le monde, qui se connaissent très peu, qui ont parfois eu aucune occasion de se rencontrer pour la majorité d'entre eux, qui vont se retrouver pendant quelques jours ensemble, qui vont avoir des conversations personnelles et avoir à choisir qui ils croient sera le meilleur pape, le meilleur chef spirituel de l'Église catholique. Et donc, il ne faut pas lire ça, je dirais, d'une manière trop politique. Ça va être difficile parce qu'on a notamment, je crois, ce matin, au moment où on enregistre, le cardinal Sarah était dans les trending sur X. Donc, on peut voir que le monde... Je pense qu'il a très peu de chance, pour être honnête. Là. Mais on voit que le monde pousse pour ces candidats et tout ça. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi de voir ça. Mais il y a aussi un adage qui dit que celui qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Et donc, celui qui voudrait vraiment être pape serait peut-être mieux de ne pas se mettre trop de l'avant. En fait. En même temps, le cardinal Sarah lui-même, je pense pas que ce soit son style de le faire. Donc, il est quand même poussé parce qu'il représente un certain courant dans l'Église, courant qui est celui dont j'ai fait mention un peu précédemment dans ce podcast, en vous disant qu'il se sentait un peu laissé pour compte sous le pontificat du pape François. Est-ce qu'il y a un rééquilibrage nécessaire à ce niveau-là? Ou est-ce que vraiment, peu importe qui vient, ce sera celui qui nous est
envoyé. D'un point de vue des chrétiens, des croyants, des catholiques, on croit que c'est quand même l'Esprit Saint qui guide le choix du collège des cardinaux. Et donc, moi, je serais quand même heureux, peu importe c'est qui. Mais comment expliquer d'abord les méchants papes comme Alexandre VI et tout ça avec les enfants? Comment expliquer cette dichotomie au sens où, oui, c'est l'envoyé de Dieu, mais en même temps, il mais peut comment expliquer Judas aussi au cœur même de l'Évangile? Le mystère du mal n'a pas été... Dieu n'est pas venu ici pour dire j'enlève le mal de ce monde. Non. Par contre, même ces papes très, très, très rares qui ont été avec une vie très immorale, disons, quelques-uns, là, 2, 3 peut-être dans le temps de la Renaissance, n'ont pas nécessairement été des mauvais papes du point de vue du gouvernement de l'Église. Donc souvent, ou de l'enseignement aussi. C'est exactement. Souvent, ils ont été très, très, très bons, en fait, de ce point de vue-là, mais c'est quand on regarde leur vie personnelle qu'ils étaient scandaleux. Les papes Borgia, notamment, une belle série, mais lorsqu'on va à Saint-Pierre-de-Rome, on voit que Borgia, Borghese, c'est bien écrit encore sur la façade de la basilique. Donc, il faut assumer aussi, c'est-à-dire cette faillibilité au sens humain au niveau du terme. Personnel, oui, exactement. Maintenant, est-ce qu'on aura un pape de continuité ou de changement? Le changement devient presque la nouvelle continuité de nos jours en modernité. Donc, c'est plus très nouveau que de prétendre apporter du changement. L'Église, on l'a dit tout à l'heure, se réforme continuellement. 80% des cardinaux votants ont été nommés par François. Donc, ça m'étonnerait que ce soit un changement radical. Deuxièmement, pour être élu, ça prend les 2 tiers des votes, pas simplement la majorité simple, mais les 2 tiers. Donc, tout cardinal qui a une approche trop extrême d'un côté ou de l'autre a très peu de chances d'être élu. Je pense que les cardinaux vont choisir quelqu'un qui va être capable de faire l'unité. C'est pour ça qu'on appelle le pape le souverain pontife, c'est-à-dire celui qui fait des ponts entre toutes les personnes, entre toutes les églises. Et donc, son premier rôle, c'est d'être créateur d'unité jusqu'à un certain point. Je pense que c'est ça qui va être la première préoccupation des cardinaux. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'importance du Sud, des pays du Sud, je pense que ça va être fondamental. L'importance de comment présenter l'Évangile dans un monde post-chrétien sécularisé. Ça, je pense que ça va être une priorité pour l'Amérique du Nord, pour les Européens. Ensuite... je dirais aussi, tout ce retour du religieux qu'on a évoqué tout à l'heure, comment choisir un cardinal qui va être capable de le comprendre, comprendre la jeunesse et d'accompagner ce retour du religieux qu'on voit pointer là, en parce que le pape devra jouer son rôle, parce que s'il ne le fait pas lui-même sur cette scène-là du retour du religieux, d'autres vont le faire, et on peut penser justement à les éventuelles récupérations politico-identitaires, entre guillemets, qui pourraient être tentées de jouer ce rôle et de prendre ce réveil religieux et de l'orienter vers des fins qui sont plus basses, disons ça, que les fins... religieuse. Oui, parce que devant le nihilisme, l'absence totale de sens, c'est tellement insupportable que les gens, si on leur offre pas la vision chrétienne du monde, ils vont épouser une autre vision. Ce sera peut-être l'islam, ce sera peut-être le wokisme, l'ésotérisme aussi, qui gagne beaucoup dans plusieurs sociétés occidentales, c'est-à-dire toute cette fascination pour les anges, les démons, les énergies, les pierres... et je pense pas qu'on serait gagnant d'aller vers ces alternatives souvent beaucoup moins rationnelles et qui ont beaucoup moins fait leurs preuves dans l'histoire pour montrer que ça peut être des idées porteurs d'une civilisation vraiment profonde et riche. Ou l'idéologie de la décroissance aussi, on pense de cette volonté de soucis d'environnement, mais en même temps d'annihiler la présence humaine sur Terre et de toutes les conséquences et tout ça. Il y a aussi ça là, qui plane au-dessus de nos têtes. On peut penser notamment au politicien Carney dans son livre Values qui présente véritablement disons l'humanité comme étant quelque chose une réalité qui est en porte-à-faux avec la nature et son bien-être. Donc, il y a une déification un peu de la nature aussi. Étrangement, ce sont les non-croyants aujourd'hui qui ont les discours les plus apocalyptiques. Et justement, ce sont les croyants qui ont les discours avec le plus d'espérance. Et je pense que le prochain pape devra... Naviguer dans tout ça, ça va être compliqué. Évidemment. Donc, naviguer dans tout ça, dans un monde géopolitique et culturel très complexe, mais gagnera à vraiment mettre Dieu et la vie spirituelle au centre.
Il y a aussi un autre adage qui dit qu'après un pape long, il y a un pape rond, pour dire que les papes se suivent mais ne se ressemblent pas nécessairement. Après un pape très actif comme François, avec beaucoup de changements, beaucoup de réformes, très politique, peut-être qu'on pourrait avoir un pape plus contemplatif, qui met vraiment la vie spirituelle au cœur de tout, parce que quand on y pense, peut-être que la meilleure réponse aux crises actuelles, c'est un retour à la spiritualité. Ceux pour qui les changements climatiques sont l'urgence principale, bien, comment qu'on va le mieux répondre aux problèmes écologiques? Bien, c'est peut-être en étant moins matérialiste, justement, en changeant l'objectif, le but, les principes de sa vie vers des principes beaucoup plus spirituels et qui va nous amener à moins de consommation. Ceux qui voient des problèmes de violence et d'injustice dans le monde, bien, s'il y a une conversion du cœur de chaque personne, c'est beaucoup plus là que par des changements de structure qu'on va arriver à changer notre monde. Donc, un pape comme le jouet Jude Law dans The Young Pope, Pie XIII, c'est ce que vous souhaitez pour nous? Évidemment, dans la série de Young Pope, que je trouvais très intéressante, on va dans des extrêmes, il y a beaucoup de caricatures, mais il y a une intuition qui est bonne. Cette intuition qu'on ne pourra pas toujours demander au pape de parler plus, de voyager plus, de prendre des décisions à tous les jours pour chambouler l'Église. On a peut-être besoin d'un pape qui agirait autrement. On commence à être fatigué. On est tous fatigués. Tout va trop vite. On l'est personnellement, là. Il y a trop d'informations, il y a trop d'activités dans nos vies personnelles. Et c'est un peu la même chose pour l'Église. Comme une grande institution internationale, elle ne peut pas suivre un rythme de changement effréné comme ça à chaque mois. Et je ne serais pas surpris que les cardinaux votent pour quelqu'un qui va équilibrer les choses, tempérer, calmer un peu le jeu partout. On est dans un monde très divisé, très polarisé. L'Église ne fait pas exception dans ce sens-là. Il y a beaucoup de divisions internes aussi. Et je pense qu'ils vont choisir quelqu'un vraiment qui va être capable de rallier, vraiment, de faire l'unité. Simon Lessard, je rappelle que vous êtes journaliste au Le Verbe Média. On peut vous lire et vous suivre, notamment sur la chaîne YouTube du Verbe ou sur votre site web au le-verbe.com. Alors, merci beaucoup pour vos éclairages. Ça fait plaisir, Francis. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.